Imhotep Becanefer, soyez les bienvenus encore à tous les membres de l'Académie de la culture nord-thématique, tous les étudiants de l'Académie de la culture nord-thématique, à tous les membres de Couche Kamit Congo et à ceux qui participent au Père Hank MTT. Pour rejoindre les Couches Kamit Congo, vous pouvez, pour ceux qui sont intéressés, à participer activement. Nous n'avons pas besoin, dans les Couches Kamit Congo, des participants passifs. Nous avons besoin de la jeunesse, nous avons besoin des gens dynamiques, nous avons besoin des moods, des scénettes, c'est-à-dire des femmes et des filles, des jeunes filles. Nous avons besoin des hommes dynamiques pour pouvoir donner un pas important à notre monde et aller projeter, inspirer, pouvoir à créer une marche civilisatrice. Et aujourd'hui, je reviens avec vous sur les problèmes, sur les points de culture et développement. Okay? Avant de cela, je vais encore passer à saluer tous les Kamits, tous ceux qui appartiennent au monde, disons, au monde Kamit, la Force Artiste Internationale et tous les internautes qui nous suivent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Okay? Et nous allons essayer de mettre ensemble des thèmes. Le thème, c'est développement et culture. Nous allons étudier le kamitisme aussi en tant que New Age. Et c'est quelque chose de très important. Et nous allons commencer par les premiers points. La culture et le développement. En fait, la culture sont liées au développement. La culture et le développement sont intrinsèques parce que dans une culture, il y a un élément qu'on appelle une programmation civilisatrice ou une programmation populaire. La programmation populaire ou civilisatrice, c'est ce qui crée, qui développe des institutions. Les institutions ne se créent pas d'emblée. Les institutions ne se créent pas dans la foulée. Les institutions se créent par rapport à une programmation. C'est comme quand tu veux faire un voyage, eh bien tu vas t'organiser, avoir les billets, avoir toutes les informations sur l'endroit, sur les trajets où tu es en train d'aller. Les institutions ne naissent pas seulement pour gouverner. Les gouverner, c'est pour aller quelque part. Okay? Les gouvernements, ce n'est pas dans la staticité. Le gouvernement, quand on parle de gouverner, c'est gouverner parce que dans le mot gouvernement, il y a une action, il y a un mouvement. Ces mouvements, c'est le développement. Donc, il y a un lien important entre gouvernement et développement. Si nous disons qu'il y a un lien important entre gouvernement et développement, il va de soi qu'il y a un rapport direct entre gouvernement et culture. Un gouvernement sans culture, ce n'est pas un gouvernement qui peut assurer le développement. Or, en revenant sur le point de la culture africaine et la culture occidentale d'Afrique, ce n'est pas une culture en soi pour soi. Il est appelé culture, mais c'est plutôt un instrument pour le maintien. C'est un instrument qui a permis la création de ce qu'on appelle la suprématie blanche et c'est un instrument qui a été créé pour maintenir la suprématie blanche. Cette assimilation culturelle, okay, elle est trompeuse en termes de développement parce qu'elle peut conférer certains avantages, certains bénéfices à ceux qui y adhèrent. Okay? Dans les émissions passées, j'ai parlé de ce qu'on appelle les noirs avec privilège. Être noir avec privilège, c'est-à-dire être noir qui a un passeport occidental ou être noir qui a des enfants moitié occidentaux, moitié africains. Tous ces privilèges qui sont justement octroyés du point de vue individuel constituent une défaite du point de vue collectif parce que c'est à travers cette démarche-là, okay, à travers cette assimilation culturelle, okay, qu'on crée ce qu'on appelle, on maintient, on crée, et on a créé et on maintient ce qu'on appelle la culture occidentale d'Afrique. La culture occidentale d'Afrique est une culture de prédation, est une culture de maintien de domination. Et par cette culture, on crée des universités, on crée des centres universitaires où les jeunes affluent pour apprendre à devenir des jeunes occidentaux, c'est-à-dire à devenir, à créer une forme d'identité. Et cette entité porte les noms justement d'une entité culturelle qui porte les noms des Africains, des Occidentaux d'Afrique, des peaux noires. Et un des premiers récits dans ces genres concerne sûrement Léopold Senghor, qui est un des pionniers de ce qu'on appelle les Occidentaux d'Afrique, les blancs africains. Les blancs africains, quand on dit blancs africains, comme on dit dans mon langue,
les Lingala, les Mundelendombe. En Kikongo parle plutôt les Mundelendombe. Les Mundelendombe, c'est un blanc noir. Les blancs noirs, cette entité des blancs noirs, Mundelendombe, à quoi sert-il? Eh bien, c'est une entité qui a été créée pour justement favoriser ce qu'on appelle les suprématies blanches et par conséquent, les privilèges blancs. Parce qu'il maintient une domination culturelle sur un autre peuple. Et le maintien de domination culturelle sur un autre peuple crée ce qu'on appelle les privilèges blancs. Les privilèges blancs qu'on souffre est justement assimilés, reproduits à travers le maintien et la division, tout comme les renforcements de l'identité occidentale d'Afrique. Et cette identité-là ne peut être maintenue, comme je l'ai dit, à travers la faim. Il faut que le peuple dominé souffre de faim pour lui empêcher de pouvoir réfléchir. Ce sont des notions que j'ai déjà énoncées, que je suis en train de révéler pour dresser, pour, disons, dégager les chemins en termes d'analyse renforcée. Nous sommes ici en termes vraiment d'analyse renforcée. Et donc, du moment où nous sommes dans les thématiques d'une culture, la culture qui est la plus promise est la culture occidentale d'Afrique, les Mundelendombe. Et du moment où nous avons dit comme prémisse que le développement est culturel, nous sommes dans une sphère où il n'y a pas de développement. Pourquoi il n'y a pas de développement? Parce que la programmation de la culture occidentale d'Afrique ne prévoit pas dans son interne des éléments dits de développement. Elle maintient en soi une ruse qu'on appelle l'aide économique au développement. L'aide économique au développement, comme démontré par plusieurs lettrés africains, entre autres Thomas Sankara, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner parce que le langage utilisé est mauvais, parce qu'on ne peut pas aider une personne à se développer. La personne se développe. Or, les aides financières, économiques au développement sont contradictoires dans le sens qu'elles sont là en réalité pour empêcher tout développement. C'est quoi les aides financières, économiques au développement? C'est exactement ce que j'ai décidé. Après vous avoir tué des faim pendant une année, oui, dans une année, pendant 10 mois, ils vont ralentir la ceinture, on va donner des aides au développement. Ce ne sont pas des aides au développement, ce sont des aides au ventre. Parce qu'à ce moment-là, le développement est réduit au fait de pouvoir manger. Ce sont des aides au ventre. Et les aides des autres ne peuvent pas développer. Pourquoi ces éléments sont présentés comme des aides économiques au développement? Parce qu'au moins, en fait, on est en train de fonctionner à l'intérieur d'une culture, des prédations culturelles basées sur l'assimilation, la division, l'amour de la culture occidentale d'Afrique. Cette culture occidentale d'Afrique garantit les privilèges et la domination blanche à travers l'extrémement de la faim. La faim n'est pas une conséquence, mais un instrument utilisé de manière consciente, contrôlée et parfaite. Très technique. La faim, pendant une période très donnée, et puis des aides, ce qu'on appelle les aides aux aides économiques au développement. Ce n'est pas les aides économiques au développement. C'est une illusion. Elle permet de pouvoir manger pendant quelques temps et d'oublier toutes les souffrances des jours avant. Et de cette manière, après quelques mois, la souffrance revient. Et génération, c'est comme ça qu'on maintient la domination. C'est comme ça qu'on maintient la domination, les privilèges blancs à travers la famine du monde mélanodaire. Et tout cela vient avec une identité correspondante. Quand nous parlons de l'identité africaine, l'identité africaine est un produit créé en Occident en 1885. L'identité africaine n'existait pas en soi pour soi. Nous devons faire la différence quand nous parlons d'une identité africaine en tant qu'identité noire en soi pour soi, parce que quand nous parlons d'une identité africaine, c'est une identité politique. Et l'identité politique africaine a été créée de toutes pièces en Occident et nous a été introduite. En fait, on a ce qu'on appelle une forme d'amnésie. On ne sait pas se souvenir de ce qui était de ces continents qu'on appelle Afrique en 1883, 1885, mais on n'a aucune idée. On peut parler des royaumes de manière séparée, mais on n'a pas une perception intégrale. Or, il est impossible d'avoir un développement sans une perception intégrale. La perception intégrale
découle de la connaissance qui habite là, comment, à combien de kilomètres nous avons des voisins, où se trouvent les autres empires. C'est seulement ça, c'est cette circonstance-là, cet ensemble de choses qu'on appelle la culture. Et la culture permet le développement. Or, les anciens royaumes étaient développés. Et donc, ils avaient une identité culturelle bien définie que nous avons perdue, qui nous a été liée. Pourquoi? Parce que nous avons été forcés. Nous avons connu ce qu'on appelle un nettoyage des cerveaux. Et on nous a ensuite, on a remplacé ce qu'il y avait avant 1885 avec ce qui est venu à partir de 1885 qui est une identité africaine. Cette identité africaine, quand on parle de l'identité culturelle africaine, en fait, on est en train de parler de la culture occidentale d'Afrique. Pourquoi l'occidentale d'Afrique? Parce que les mots Afrique elle-même, Kléops, hein, quand on dit, quand vous prenez les mots grecs, Euphrek, ok, et Afrique, on voit de soi que c'est un mot grec. Il a une destination grecque, il a une programmation grecque, c'est-à-dire occidentale. Et quand on dit que la culture Afrique, c'est quel genre de culture? Ben, c'est une culture occidentale pour l'Afrique. Une culture occidentale pour l'Afrique, l'Afrique c'est quoi? C'est une entité regroupant toutes les personnes qui sont soumises à une identité forgée pour eux. Et cette identité forgée pour eux est une identité qui ne permet aucun développement de par sa philosophie initiale. Parce qu'elle est une culture de prédation, elle est une culture du maintien d'un contrôle qui justifie la prédation et permettant donc la création des attributs comme la suprématie blanche et après le privilège blanc. Une analyse renforcée nous permet de comprendre les véritables causes des maux et à souligner par conséquent une perte rationnelle d'identité par amnésie. Nous avons été frappés en 1885 par ce qu'on appelle une amnésie culturelle. Une amnésie de la perception de soi. On a perdu toute capacité de perception de soi et à partir de ces moments-là, nous étions comme un computer qu'on a nettoyé. Un disque dur qu'on a nettoyé. Et une fois que ce disque dur a été nettoyé, on a chargé un autre programme de fonctionnement. Et ce programme de fonctionnement est un programme de fonctionnement d'exploitation. Et cela, il est appelé l'identité de la culture africaine. Peut-être que nous la percevons, nous la vivons aujourd'hui dans sa forme intégrale qui est autre que l'application de la culture occidentale d'Afrique. En fait, quand tu ne parles pas de français, on dit que tu es acculturé. Quand tu ne fonctionnes pas comme un occidental, on dit que tu es un acculturé. Il faut t'écarter. Pourquoi? Quand on dit tu es un intellectuel, tu es un acculturé. C'est une personne de culture. C'est une personne respectable. C'est quoi la figure de référence? L'occidental. Vous voyez qu'il y a une assimilation identitaire. C'est quoi un intellectuel africain? Un intellectuel africain, c'est un intellectuel occidental d'Afrique. C'est quelqu'un qui a étudié selon le modèle occidental. C'est quoi un monsieur sérieux? C'est un monsieur qui le plus ressemble à un occidental. Et cette identité-là, elle est réfractaire dans le sens qu'elle nous bloque, elle ne permet pas le développement. Et ne permettant pas le développement culturel, il n'y a aucun développement. Et n'ayant pas de développement, il y a une perception généralisée des bassesses, des ridicules, de par le monde extérieur. Et cela se rapporte justement au sujet dont j'ai parlé dernièrement quand j'ai parlé de l'illégalité, de l'identité africaine. Parce qu'il y a eu une évolution dans tout cela. Aujourd'hui, un Africain de peau noire avec un passeport africain est illégal. Il n'a aucun droit, il ne bénéficie d'aucun droit. En tant qu'il y a une peau noire, pour bénéficier des droits, il faut avoir un passeport occidental. C'est ce qu'on appelle les Africains avec privilège. C'est-à-dire les personnes de couleur, les personnes de peau noire avec privilège
auxquels sont reconnus des droits sont ceux qui ont un passeport occidental. Quand tu es une personne avec la peau noire, avec un passeport africain, tu n'as aucun droit. Comme je l'ai expliqué, c'est justifié dans le fait que, comme là où tu te trouves, comment tu es traité, c'est ce qui va pour toi. Si tu es bien traité, tu ne dois pas te mériter. Si tu es mal traité, c'est ce qu'il faut pour toi. Si tu es traité gentiment, c'est ce qu'il faut pour toi. Tout le reste du monde sont destinés, ont la liberté sur toi de te traiter bon ou mal, à selon de leur propre perception de ce qu'ils voient, de ce qu'ils ont désormais. C'est ça ce que j'appelle l'état d'illégalité en termes juridiques. C'est ça ce que j'appelle l'Africain clandestin. Parce que les clandestins, c'est un homme sans droit. Et quand nous sommes devenus aujourd'hui personnes de couleur, de peau noire, avec des passeports africains, nous sommes devenus des personnes sans droit. Je suis en train de dire que nous sommes soumis au traitement accordé où nous nous trouvons. Nous n'avons aucun droit pour nous défendre. Alors, ça c'est l'explication de... Je pense que j'avais énoncé des moments très importants, des titres très importants. Ici, j'ai parlé plus ou moins de l'identité africaine, de la combinaison entre l'identité culturelle, l'identité culturelle et le développement. Et mon analyse renforcée prévoit faire voir pourquoi il y a non-développement. Ce n'est pas parce que les présidents sont corrompus, ils volent de l'argent. Non, ils sont en train, ces présidents sont corrompus dès la base. Il y a une corruption qui est à la base. La corruption, quand on est un occidental d'Afrique, on est corrompu du point de vue de son intégrité en tant qu'identité perçue. Il y a déjà un faille, et il y a une corruption qui se manifeste déjà. Et maintenant, quand on arrive au pouvoir, on suit les consignes données par la culture qu'on a reçue. Et donc, de ce point de vue-là, il y a alignement, il n'y a pas de problème du tout. La corruption se trouve du point de vue du désengagement culturel. La corruption se trouve à ces points-là. Et c'est l'effort que nous devons faire dans l'analyse renforcée de pouvoir comprendre et pouvoir essayer, dans les mesures du possible, de renverser cette situation-là, de trouver les instruments, de trouver les moyens pour pouvoir renverser cette situation qui est très, très, très méfiante et qui ne permet aucun développement. Aussi longtemps que nous sommes cloués dans cette situation, il n'y a aucun développement. Parce que sans culture, il n'y a pas de développement. Mais cette culture, nous devons passer à une renaissance de la culture africaine. Et arrivant à ce thème-là, nous voyons le kémétisme. Le kémétisme se propose au fait comme un mouvement de renaissance africaine. C'est comme ça, au fait, il est appelé. Mais en réalité, nous devons faire très attention parce que le kémétisme, aujourd'hui comme aujourd'hui, porte très bien les vestes de ce qu'on appelle un New Age. Un New Age est un mouvement vide, de distraction et généralement, c'est à travers cela que beaucoup de choses mauvaises sont en train de se commettre. À travers la renaissance kémétique, nous avons vu les retours de l'esclavage au nord de l'Afrique de ceux qui ont la peau noire. Nous avons vu les guerres du Congo, plusieurs genres de guerres avec des millions de morts. Et nous avons vu à travers cette renaissance, le kémétisme s'exprimer à travers Black Lives Matter. En réalité, le kémétisme, si nous voulons être sérieux dans l'analyse renforcée, le kémétisme ne concerne en véritablement que les Africains avec privilège. Disons, les Africains avec privilège se divisent, les Africains avec privilège se divisent en deux catégories. La première catégorie est représentée à ceux qui sont assimilés complètement à la culture occidentale d'Afrique, et en a un même très poussé, et à ceux qui s'assimilent complètement à la culture occidentale. Et il y a une deuxième catégorie de ceux qui bénéficient quand même encore des droits humains qui se retrouvent dans le kémétisme. Ce sont tous les Africains avec des passeports occidentaux. Bien que dans ces mouvements, nous retrouvons aussi des Africains avec des passeports non occidentaux, mais nous le retrouvons tout de suite, il y a des marches. Essayez de passer par un aéroport, vous vous rendrez compte que les Kamites avec privilège, les Kamites africains avec privilège passent tout de suite, c'est lui, Africain, un Kamite, non, il ne passe pas. Pourquoi je suis en train de parler de cela? Je suis en train de parler en termes de prise de conscience parce que si nous laissons en passer les comités, si nous laissons les kémétismes devenir complètement une mode, devenir complètement un New Age, eh bien, tous les effets prévus, toutes les programmations pensées n'auront pas fait. En fait, le kémétisme devait être une élite dans le sens de la programmation culturelle.
Elle devait être une élite dans le sens de la programmation culturelle et dans la définition du champ culturel kémétique, quels sont les différents environnements de développement. La psychologie, la littérature, la philosophie, les industries. Il faut la penser avant de mettre en action. Il faut d'abord les penser. Or, le kémétisme aujourd'hui, des fois, a des revers assez violentes, assez agressives. Mais quand on est dans l'agressivité, quand on est dans la violence, c'est-à-dire on n'a pas pensé. Parce que la violence et la violence, tout comme la colère, ainsi de suite, découle d'un manque de programmation. Le kémétisme, pour ne pas finir dans une forme d'aliénation en New Age, elle doit pouvoir se penser, elle doit pouvoir se construire, elle doit pouvoir créer des institutions. Et pour cela, il doit devenir culturel. Mais pour être culturel, il doit avoir une mission. La culture n'existe en tant que mission. Et cette mission-là ne peut fonctionner que quand on fixe des objectifs. Et les objectifs ne sont possibles quand il y a une organisation. Une entente entre les hommes. Un sens d'appartenance véritable. Un vouloir intrinsèque et intègre de vouloir résoudre, d'aller au-delà des difficultés, des problèmes personnels pour pouvoir voir les moyens communs, voir les futurs, penser au Kemet de 2050, 2080, ainsi de suite. Or, quand le kémétisme se révèle à un mouvement généralement spirituel, avec peu d'énoncés sur les plans scientifiques, sur les plans littéraires, sur les plans de la poésie, sur les plans de la philosophie, si elle n'est qu'une perception spirituelle où on fait des rites, où on fait des conférences, et qui à la fin, j'ai à tort, disons, en termes de provocation, traiter des masturbations mentales, intellectuelles, elle ne sert à rien. Nous devons la penser correctement, nous devons la faire correctement et pour ça, nous devons l'enrichir. Nous devons la munir en tant que mouvement culturel, des éléments culturels qui sont nécessaires pour tout développement. Et le cadre du fonctionnement de la pensée active est très important là-dessus. Ankh Uja Seneb.